Bonjour à tous. Je vais vous parler des lunes glacées de Saturne. Je m'appelle Léa Bonnefoy et je fais ma thèse entre les laboratoires du LATMOS et du LESIA avec, comme pour directeur de thèse, Emmanuel Lelouch, Alice Le Gall et Cédric Léra. Donc, pour ma thèse, je cherche à comprendre l'évolution et la formation des lunes glacées de Saturne en regardant sous leur surface grâce au micro-ondes. Donc, d'abord, Saturne a une soixantaine de lunes, dont la plus grande est Titan, dont on vient d'entendre parler. Mais moi, je vais vous parler des 6 plus grandes après Titan, qui sont montrées ici par distance croissante à Saturne. Alors, on les appelle les lunes glacées parce qu'elles sont composées majoritairement de glace d'eau. Et chacune a sa personnalité que j'ai appris à connaître au cours de ma première année de thèse. Et donc, je vais vous les présenter vite ici. Donc tout d'abord, la plus petite et la plus proche à Saturne de ces 6 lunes, c'est Mimas, qui a beaucoup de cratères qui ont été formés par des impacts de météorites sur la surface. Et ces cratères peuvent la faire ressembler à l'étoile de la mort de Star Wars. Cependant, ça ne peut pas avoir été l'inspiration pour l'étoile de la mort, puisque le film a été fait avant qu'on ait des images résolues de Mimas. Ensuite, une lune d'à peu près la même taille que Mimas, mais très différente, c'est Encelade. Elle est très active tectoniquement, on voit des grandes failles sur la surface, et dans ces failles, il y a des geysers, parce qu'en fait, sous la surface d'Encelade, il y a un océan d'eau liquide, et cette eau sort dans les geysers, gèle dans l'espace pour former un des anneaux de Saturne. La lune suivante, c'est Thétis, qui a aussi beaucoup de cratères, ce qui indique qu'elle n'a pas été active très récemment. Ensuite, il y a Dionée, qui a quelques failles et moins de cratères dans certaines régions, indiquant une possible activité récente. Et sur Dionée, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une face sombre et une face claire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les faces pour ces satellites? En fait, ces satellites sont tous synchrones. Ça veut dire qu'ils montrent toujours la même face à Saturne, tout comme notre Lune montre toujours la même face à la Terre. Ils vont donc avoir une face avant dans la direction du mouvement et une face arrière de l'autre côté. Et ces deux faces des satellites sont affectées par des processus différents qui vont faire que souvent, elles sont légèrement différentes. Donc la lune suivante, Rhea, qui est nettement plus grande que Dionée, a aussi une légère différence entre ces deux faces, mais moins marquée. Et il y a énormément de cratères, ce qui indique qu'elle n'a pas été active récemment. Et finalement, Japet a une énorme différence entre la face avant et la face arrière, la plus grande différence d'albédo du système solaire, parce qu'elle est située en partie dans un des anneaux de Saturne, un anneau très diffus fait de particules de poussière sombre qui vont se déposer sur la face avant et la rendre sombre. Et sur Japet, l'autre truc très étrange, c'est que l'équateur est marqué par une montagne, alors que sur Terre, l'équateur, c'est une ligne imaginaire, il n'y a pas de montagne ni rien dessus. Sur Japet, oui. Alors tout ça, c'est ce qu'on voit à la surface, mais pour mieux comprendre ce qui s'est passé sur ces lunes et comment elles se sont formées et ont évolué, il faut regarder sous la surface. Et c'est là qu'interviennent les micro-ondes. Donc les micro-ondes, qu'est-ce que c'est? C'est de la lumière à des longueurs d'onde de 1 mm à 1 mètre, alors que la lumière visible, c'est plusieurs centaines de nanomètres. Et c'est pour ça que quand vous mettez des légumes à cuire dans le micro-ondes, il y a certains points dans le micro-ondes qui vont chauffer mieux que d'autres, c'est parce que c'est à une longueur d'onde d'une dizaine de centimètres. Et donc, grâce à ces micro-ondes, on va pouvoir regarder sous la surface, parce que quand on regarde une surface dans le visible, les ondes, la lumière va tout de suite être soit absorbée, soit réfléchie, et on ne va pas pouvoir voir ce qui se passe en dessous. Alors que dans les micro-ondes, la lumière va pouvoir pénétrer en profondeur et nous donner des indications sur ce qu'il y a en dessous de la surface. Donc, par exemple, le radar radiomètre de la sonde Cassini sonde plusieurs mètres sous la glace de ces satellites. Donc ici, je vais vous donner un exemple concret tiré de ma thèse. Grâce au radiomètre de Cassini, on peut mesurer la température sous la surface dans les micro-ondes. Et voilà ce qu'on trouve pour certaines données. Et pour mieux comprendre ces données, on va calculer des températures modélisées qui partent de certaines hypothèses sur la surface et nous disent ce que dit la théorie, ce qu'on devrait avoir. Et on voit qu'on n'arrive pas à reproduire ce point froid ici, parce que une de nos hypothèses de départ est fausse, c'est que la surface est uniforme. En réalité, la surface n'est pas uniforme, et il y a un cratère ici qui correspond très bien. Alors le fait qu'on voit ce cratère très récent dans les micro-ondes, ça veut dire que le cratère est l'éjecta, c'est-à-dire la partie de la surface qui sort lors de la formation du cratère, est composée de glace d'eau très pure sur plusieurs mètres. Alors, toutes les photos magnifiques que je vous ai montrées ont été faites par la sonde Cassini-Huygens, qui a été en orbite autour de Saturne pendant 13 ans et qui s'est finie récemment. Et grâce à cette sonde, on a fait énormément de découvertes.
Et comme cette mission s'est terminée l'année dernière, pour ma thèse, je combine des données de cette mission avec des données des télescopes terrestres pour mieux comprendre l'histoire et l'évolution de ces satellites. Merci pour votre attention. Merci.